Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la disparition du guide du chef de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Boakari Fofana, décédé dimanche dernier. La nation tout entière lui a rendu hommage toute la semaine. Une semaine après son décès, nous abordons la question de son implication dans le dialogue interreligieux et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, justement, je reçois pour vous, chez vous, l'imam Cissé Djigiba Abdallah. Il est le recteur de la mosquée du Plateau. Imam, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. Révérend Ediemou Blain Jacob, pasteur, président du Forum national des confessions religieuses. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Maître Amadou Kamara, il est avocat, conseiller juridique du défunt président du COSIM. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Lassina Sermé, un visage connu de cette émission, journaliste, président du REPRELSI. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, tout d'abord, avant d'échanger avec vous, je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction et on en parle juste après. Les musulmans sont éprouvés depuis dimanche par la disparition de leur guide religieux, le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Un leader religieux qui aura impacté sa communauté et au-delà, toutes les populations ivoiriennes. Ce mardi, dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf, pour la présentation des condoléances, balai incessant de véhicules, entre autres diplomates, acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne, religieux de différentes confessions, cadres de l'administration publique et privée, tous ont salué la mémoire de l'illustre disparu qui aura œuvré pour la consolidation de la paix dans le pays. Il s'agit d'un grand homme qui nous a quittés et c'est une perte très importante pour ce pays. C'est un homme à la fois de dialogue, un homme de contact et qui a, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, aidé à la solution des problèmes. Le cheikh a toujours travaillé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire dans les moments difficiles que le pays a connus. Le cheikh n'a pas vécu inutile. Il a été un fidèle digne du prophète Mahomet. Et nous sommes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage, pour témoigner toute notre affection. Pour les leaders religieux, le cheikh Boakari Fofana, qui a tout le temps prôné le dialogue interreligieux, gage d'un pays stable, demeure une grande perte. Il a participé à la cohésion interreligieuse. Il a fondé le Forum national des confessions religieuses, le COSIM. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce grand jour du mois de mai 2020, ce que Dieu veut faire de la Côte d'Ivoire, nous remettons sa mort en les mains de Dieu. Aujourd'hui, nous venons de perdre un grand homme de Dieu, qui est notre frère Fofana. Vraiment, nous sommes très touchés. L'église d'Ima est très touchée. Nous savons que la Côte d'Ivoire vient de perdre un homme grandiose. Parce que partout où nous passons, l'imam Fofana est toujours avec nous. Et c'est notre aîné, il nous a donné des conseils, beaucoup de conseils avec lui. La conférence des évêques catholiques, dans une correspondance, a transmis sa compassion à l'ensemble de la communauté musulmane. Ancien cadre de banque, l'imam Boakari Fofana officie à la grande mosquée d'Adjien, aux Deux Plateaux. Il est présenté comme l'architecte de l'organisation de la communauté musulmane à travers la mise en place de plusieurs associations spécialisées et plus d'une infrastructure. Une organisation qui a inspiré de nombreux pays de la sous-région. Sa grande probité morale et son sens du dialogue lui ont permis d'intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches de la société sous les présidents successifs du pays. Il a occupé le poste de vice-président de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV, après la crise post-électorale de 2010. Le cheikh Boakari Fofana, décédé dimanche dernier, a été inhumé ce mardi dans la stricte intimité familiale. Une grosse perte pour la Côte d'Ivoire en général, mais aussi et surtout pour la classe religieuse ivoirienne. Imam Cissé Djigiba, comment vous réagissez une semaine après le rappel à Dieu du cheikh Boakari Fofana? On l'a vu dans le reportage qui vient de passer, tous ont indiqué que cet homme a aidé à la cohésion dans le pays. Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je suis
très très ému et en même temps marqué par cette disparition. Tous les mots aimables dits à son endroit sont à leur place. Je l'ai connu pendant 46 ans, quand j'étais encore en seconde. Et de là, depuis 1973-1974, je ne l'ai jamais quitté et nous sommes restés ensemble jusqu'à son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui accorde le paradis, Inch'Allah. Cela dit, en fait, c'est comme un train. Chacun décrit le wagon où il était par rapport à ses relations avec l'imam, notre aîné. Et pour d'autres comme nous, c'est notre père spirituel, c'est notre oustaz, et jusqu'à ce qu'il devienne ce que Dieu a voulu qu'il soit en tant que Cheikh al-Aïma, qui est donc au sommet de la hiérarchie de l'imama en Côte d'Ivoire. Et le dernier, n'est-ce pas, conseil des imams qui s'est tenu, où des imams et des érudits sont venus pratiquement de tout le monde musulman, de l'Asie, d'Europe, d'Afrique, unanimement. Et à sa présence, tous ont témoigné qu'il était un homme exceptionnel, multidimensionnel, et qui a donné son savoir, son savoir-faire, sa vie à Dieu, et être un trait d'union entre les musulmans. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on parle de lui en tant que réconciliateur, on dira aussi qu'il était un homme de dialogue, il était un médiateur de nature, et un homme ouvert, et un homme qui, tous les jours, avait quelque chose d'inspiration à faire pour la communauté, à faire pour la Côte d'Ivoire. Et cela, on ne pourra dire que quelques mots, quelques aspects de sa vie. Sa vie était pleine et pleinement remplie d'actes et d'activités. On pourrait dire aussi que le souci pour lui que la Côte d'Ivoire soit en paix, reste en paix, et que ce soit un héritage que nous laissions à la postérité, était dans ses préoccupations de tous les jours. Et vous voyez, il dira, il faut que nous soyons tous des acteurs et des artisans de la paix. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire sera ce que Dieu aura voulu, mais avec ce que nous allons poser comme acte pour le futur. Très bien. Alors, il a aussi été un trait d'union entre la communauté musulmane et les autres communautés religieuses, notamment la communauté chrétienne. On l'a vu dans le sujet qu'on a passé tout à l'heure. Révérend Ediemo Blain Jacob, vous indiquiez toute l'importance qu'il a eue dans la création du Forum national des confessions religieuses. Vous pouvez nous en dire un mot ? Merci. Comment l'aventure a commencé, l'aventure du Forum national des confessions religieuses ? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, pour que la paix soit sur la terre et que la paix règne dans notre pays. Le Cheikh Fofana, c'est un homme de foi, grand homme de foi. Parce que c'est quand on aime Dieu, on est obligé d'aimer les autres, même si on ne les aime pas. Je voulais qu'on me comprenne bien, parce que Dieu, il a créé tout. Et le diable qui est là, il s'occupe du diable, du bon. Donc, c'est le bon Dieu. Mais le cheikh, j'ai dit que sa foi lui permettait de gérer tout. Il aimait ce qu'il voulait aimer. Et si même tu n'aimes pas, il ne te dit pas que tu n'aimes pas, il te laisse faire. Mais ce qu'il veut aimer, il aime. Et la Côte d'Ivoire, ces pays-là que le président Faubonnier a voulu qu'on ait une religion, la paix, le cheikh avait dit, j'ai un peu le mot du petit frère Imam Guidiba, c'est le trait même, la locomotive. Chacun, il essaie de mettre chacun sur lui. Bien qu'il savait qui il était, mais il acceptait que chacun soit sur lui, avec son caractère,
pour l'harmonie de ce que nous voudrions faire. Oui, il était membre fondateur du forum. C'est l'imam Kiziba qui est là, c'est le représentant permanent du CENI, du COSIM au forum. Donc c'est le cheikh. Partout a dit oui. Notre dernier rendez-vous, quand on voulait le voir, il dit qu'il était d'accord. Mais donne-moi le temps de me reposer un peu. Et je revenu te recevoir. Dans ce moment, il a de mai. Ça veut dire que ce grand homme, Dieu a voulu qu'il soit là pour que nous puissions avoir quelqu'un, quel que soit l'issue, qui pourrait prendre la foi de quelqu'un. Le cheikh arrivait à trouver un mot juste pour l'aider à savoir que s'il aime sa chose, il l'aimer. Le cheikh aime sa religion, mais n'a jamais négligé les autres religions. C'est ça sa force. L'islam, il veut que l'islam soit l'islam. Une grande religion, elle est grande. Mais si c'est pas le chef, c'est pas le grade qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait son grade. Donc le cheikh, l'islam ne fait pas un individu, mais voulait l'individu, le cheikh veut montrer que l'islam est une grande religion. Et pour moi, sur tous les plans, il a organisé cela. Et tout le monde a vu que l'islam en Côte d'Ivoire, partout, la grande religion de Côte d'Ivoire, l'islam, c'est qu'elle est une religion à part par rapport aux autres. L'islam ivoirien cherche toujours à dominer sa foi, mais à respecter l'autre. C'est-à-dire qu'il ne pas créer des bagarres avec les autres religions, non. Mais il voulait montrer que l'islam, c'est l'islam. Une grande religion, une vraie religion. Voilà, il veut nous montrer que c'est une vraie religion, mais sans négliger les autres. Donc notre Côte d'Ivoire actuellement ici, Dieu a suscité des hommes pour que son nom soit un Dieu de paix, c'est-à-dire adorer Dieu dans la paix. Et le cheikh est un instrument. Ceux qui ont commencé cela n'ont pas été surpris que toute la nation, ou d'autres peuvent critiquer peut-être. C'est l'homme, mais vrai, il mérite tout ce qu'on dit de lui. C'est à juste titre. C'est un grand homme. Très bien. Alors, Maître Amadou Camara, vous êtes conseiller juridique du défunt président du COSIM. Dans un contexte où, dans bien de pays, on a des conflits interreligieux, ici en Côte d'Ivoire, on a réussi à avoir une certaine proximité entre les différentes obédiences religieuses. C'est un travail d'Hercule qu'a réalisé finalement le défunt président du COSIM. Comment il y est parvenu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah. Je voulais préciser que je n'étais pas le seul conseiller juridique. Je faisais partie néanmoins de son cabinet. Il y avait beaucoup d'autres conseillers. Pour avoir fait partie de son cabinet, c'est vrai que j'étais plus régulier avec lui. En tout cas, je fais partie de son cabinet depuis 12 ans. Et ces 12 dernières années, j'ai été plus présent. Cela dit, la dimension du cheikh, comme je le dis, si on veut évoquer toutes les étapes, vous aurez besoin de plus d'une émission. C'est cela. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il était à la recherche de façon permanente du plus grand dénominateur commun. Ce qui nous unit. Voilà, du plus grand dénominateur commun. Si nous nous retrouvons, pour que nous puissions rester ensemble, unis, soudés, il faut que nous retrouvons parmi nous qu'est-ce qui est le plus grand dénominateur commun qui puisse nous unir. Et donc, s'agissant du dialogue des religions, etc., il le disait dans ses enseignements, il dit en Côte d'Ivoire, vous avez 90% de croyants. Vous avez 90% de croyants. C'est-à-dire qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens catholiques, qu'ils soient évangéliques, etc. Mais vous avez 90% de la population qui croit en Dieu.
Je dis, mais comment dans un pays comme celui-là, les gens peuvent se diviser sur des bases qui ne sont pas des bases solides. Dès lors que nous disons tous que nous croyons en Dieu, il n'y a pas de raison que nous nous affrontions. Donc, pour le cheikh, le respect des autres dans leurs différences, le respect des autres dans leur spécificité, c'est ce qui faisait sa force. À ce titre, il a été coopté pour participer à des forums très importants à travers le monde, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Qatar, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs, parce qu'on a compris qu'il était cet imam, il était ce guide qui prônait l'islam tolérant, qui prônait l'islam capable de vivre avec les autres dans leurs différences. Et le cheikh a toujours été cet artisan-là. Plus d'une fois, il est arrivé où, pour quelques petits problèmes, des gens essaient de tirer sur la corde pour en faire des problèmes religieux ou pour en faire des problèmes ethniques. C'était sa hantise. Chaque fois qu'il entendait quelque chose de cette nature, immédiatement, il entrait en ligne de compte. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait ça, c'est-à-dire que quand il a fait ça parce qu'il est lui. C'est son comportement, c'est son attitude. Ce n'est pas parce qu'il est musulman qu'il a fait ça, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il a fait ça, ce n'est pas parce qu'il est de telle ethnie qu'il a fait ça. Il a fait ça parce que c'est son attitude. Il faut le juger de façon intrinsèque par rapport à son attitude et non par rapport à sa communauté. C'est cela. Donc voilà ce que je peux dire relativement à cette question. Lassina Sermé, ces dernières années, ces dernières décennies, la Côte d'Ivoire a connu des crises assez substantielles. On a failli par moments glisser sur un terrain religieux. Heureusement, avec la cohésion au sein de la classe religieuse, on a évité de peu ces différentes querelles-là. C'est aussi à l'actif du cheikh Fofana. Oui, avant, je voudrais d'abord, encore une fois, renouveler mes sincères condoléances à sa famille biologique, à sa famille spirituelle et à toute la communauté musulmane. Et en même temps, avoir également une pensée pieuse à ses prédécesseurs à la tête du COSIM, notamment les cheikhs Ansoumana Konaté et Afou Sanogo. Et pour en revenir à votre question, je pense qu'on ne cesserait jamais de le dire. Chacun est témoin de cette histoire récente de notre pays, et que ce soit en sourdine ou au grand jour, en tout cas, pour ce qui revient des différents témoignages, le cheikh a énormément contribué à asseoir cette cohésion, à éviter le pire, n'est-ce pas, à un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que tout ce que nous vivons aujourd'hui, le révérend l'a dit, il y a eu un creuset de forums où toutes les tendances se retrouvent pour échanger, pour, n'est-ce pas, garder la ligne justement pour éviter qu'on puisse, n'est-ce pas, embraser et opposer les différentes religions dans le pays. Parce que ce sera l'une des pires crises si des religions s'opposaient dans un pays. Imam Cissé Djiba, nous sommes dans une année électorale. Dans 5 mois, normalement, nous devons aller à une élection présidentielle. En général, ce sont des années qui sont marquées par des tensions, par des violences verbales souvent. Et justement, dans le prolongement de ce dialogue interreligieux instauré, entre autres, par le cheikh Fofana, vous, les religieux, vous avez une place de choix. Absolument. Ce serait rendre hommage au cheikh de rester dans la dynamique du rapprochement entre les Ivoiriens. Vous savez, on parle du rôle du cheikh dans la promotion de la paix. C'est d'abord au sein de la communauté musulmane qu'il l'a voulu. Il est l'artisan même de faire en sorte que les imams s'unissent, de mettre en place le COSIM. Parce qu'à la base, ce n'était pas évident. C'était pas évident. On savait que chaque région fêtait à des jours différents. Le jeûne commençait, le pèlerinage et choses. Il est allé s'asseoir et se faire humblement approcher les imams. Le premier chef de la communauté musulmane, c'était Mathieu Diakité, père à son âme, à Trècheville. Et ensuite, venait Thomas Riki,
l'imam Thomas Reke d'Adjamé, ensuite le cheikh Sanogo, et le 5e, c'était l'imam Azman Akounate, et ensuite, et il est venu, mais il a été l'artisan principal de cette union, parce qu'il a dit, si les imams sont unis, ils ont un programme ensemble, et ils ont planifié un certain nombre de choses, faire appel aux imams de l'intérieur, les approcher avec respect et choses. S'il y a cette unité, l'unité va venir au sein de la communauté de façon naturelle et systématique. Et par rapport aux autres associations, c'est séparé. Et je pense, et nous sommes convaincus, que rendre hommage au cheikh, ce n'est pas dans la manifestation ponctuelle des émotions où nous sommes, c'est de perpétuer son héritage. Et cet héritage, c'est de faire en sorte, et il l'a commencé, lorsqu'il est allé à l'Ouest, son mot et ses propos, c'était « acceptons-nous malgré nos différences ». Et c'est pour cette raison que le forum est venu pour briser les murs de méfiance entre les différentes confessions religieuses. Et qu'ensemble, nous nous engagions à faire en sorte que nous nous comprenions et que nous allions à l'essentiel de ce qui peut constituer et promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. Le cheikh disait un mot qui était un mot assez qui touche tout un chacun. Et de nous et les chrétiens, on peut avoir peut-être 80% de nos valeurs ensemble. Les valeurs essentielles, nous les avons ensemble. Si on a 5%, 10% de différence, pourquoi ne pas travailler sur la base des 80%, des 90%? Et le reste, on peut les gérer. Ce sont des différences qui datent de plus de 1000 ans. Alors pourquoi ne pas aller à l'essentiel et ne pas recreuser les plaies du passé? C'est là, je dirais encore, qu'il a laissé un héritage que nous devons gérer pour lui faire honneur en tant que musulman, mais en tant que membre de confession religieuse en Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que si nous y allons, et nous irons dans ce sens-là, parce que le dialogue des religions en Côte d'Ivoire est devenu une réalité depuis plus de 20 ans. Et dans ce cadre-là, encore, les religieux doivent être une part des solutions aux problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée ou la Côte d'Ivoire sera confrontée. Et c'est lorsque nous nous donnerons les mains pour aller vers les autres, les partis politiques, les responsables, les leaders communautaires et autres, que nous laisserons des traces et éviter à la Côte d'Ivoire ce que nous craignons. Il a commencé des prières. Et ces prières même ont donné, il y a 2 jours, une lecture d'au moins 1700 et quelques fois le Coran, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est des instructions qu'il a données avant son rappel à Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire combien il est parti avec le souci que la Côte d'Ivoire devienne un pays modèle dans le plein sens du terme. Voilà, et je crois que les élections, nous l'appréhendons, mais nous croyons que les prières qu'il a faites, qu'il a ordonné de faire, n'est-ce pas, nous aurons tous dans le sens de faire en sorte que la grâce d'Allah soit avec la Côte d'Ivoire pour l'avènement d'une paix réelle pendant ces élections qui arrivent. Très bien. Révérend Edjemou, vous prendrez, en tant que président du Forum national des confessions religieuses, vous prendrez toute votre place dans la sensibilisation pour éviter toute violence et tension à la faveur de ces élections présidentielles? Ce n'est pas ma place, c'est la place de la Côte d'Ivoire, même pays de paix. Je disais tout à l'heure que si vous voulez quelque chose, vous laissez votre frère ou ce qu'il veut, que vous essayez de le comprendre. L'imam Fofana, le cheikh, c'est cela. Tu veux quelque chose, il sait que tu veux. L'hypocrisie, le mot, l'hypocrisie qui casse tout. Mais si on est sincère, parler à l'essentiel,
Et le pasteur dit non, c'est la Côte d'Ivoire même qui doit jouer son rôle. Et il y a des gens en Côte d'Ivoire. Le chef a préparé des gens, ça, c'est son travail, ça. L'organisation. Il dit, un champion est un vrai organisateur. Et c'est lui le chef. Quand nous causons en apartheid, donc nous pensons que ce qu'il a laissé, et nous autres, depuis que nous sommes arrivés, Dieu étant un Dieu, unique Dieu, il suffit que quelques-uns pensent du bien, la même chose. Les nombreux qui vont penser leur intérêt personnel, Dieu va écouter ceux qui pensent intérêt général. Donc il y a des gens, effectivement, qui vont essayer. Au forum, c'est Dieu même qui est là. Voyez-vous, le chèque, je vous dis qu'il voulait démontrer que l'islam est une grande église. Elle est grande. Il démontrait. Il a démontré. Il dit ça, je ne veux pas. Pourquoi c'est comme ça? Laissons-nous ça. Laissons-nous ça. Il ne triche pas. Et à la fin, si nous écoutons les soucis des autres, eh bien, le résultat est là, car Dieu aime ça. Dieu aime que tu penses à toi en écoutant le souci de l'autre. Mais il ne pas dire que l'autre ne vaut rien, tu vas l'imposer ce que tu veux. Non, la Côte d'Ivoire, le souci de tout le monde, c'est la paix. Mais au moment où la politique arrive, c'est qu'on est mort. La politique n'est pas de religion. Donc, elle veut gagner, elle veut gagner. Et quand on veut gagner, on fait tout pour gagner. Chaque dit non. Gagnons avec Dieu. Il y a des moments où on doit arrêter pour penser à Dieu. Donc, les élections qui arrivent, nos slogans, la prière est l'ultime salut de l'humanité. La prière est l'arme de la Côte d'Ivoire. Le chef a initié des prières. On a récupéré, les musulmans font au forum. Ce que nous avons pu faire, on va faire, c'est l'ensemble de penser que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. Pour que toi seul, tu veux absolument imposer ta volonté. Mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et tout le monde, c'est Dieu. Mais il y a la folie des grandeurs. Et l'ambition est légitime. Quand l'ambition est illégitime, le chef dit non. Il faut une ambition légitime. Et là, venant de Dieu, alors nous disons que rien ne soit arrivé sans que Dieu ne l'ait ordonné. Et c'est pour ça que, par cela, les élections qui arrivent, on a une seule idée en tête. Prier, prier, prier pour que Dieu impose sa volonté. Très bien, merci beaucoup. Imam Djigiba, je reviens à vous. Vous l'avez indiqué en début d'émission, vous l'avez pratiqué depuis plus de 40 ans. Comment, finalement, le cheikh Boakari Fofana arrive à la tête du COSIM? Merci. C'est un processus. Depuis, on peut diviser la vie du cheikh en 3 parties. Une première partie où il était sorti de l'école coranique, de Médersa, il a commencé à enseigner. Et il a commencé également à s'initier, à prêcher et à sensibiliser à l'islam. Et la deuxième phase, c'est celle qui l'a conduit à aller poursuivre ses études en Égypte. Il est arrivé dans un contexte de très grande révolution dans le monde arabe. Et également dans un foisonnement d'idées et d'activités qui permettent d'apprendre beaucoup l'islam. Il faut le dire, il lisait beaucoup de tout ce qui était bon à savoir, il lisait beaucoup jusqu'à sa mort. Et cette partie, dès son retour, il avait la tête bourrée d'idées et de connaissances, d'ambition pour servir son pays. Il a commencé à travailler et dès
1972, à son arrivée, il a commencé à prêcher dans les mosquées. Et il a vu qu'il était parfois compris, et à d'autres moments, il n'était pas bien compris. Il a choisi, cette fois-ci, d'appeler qu'une seule personne ne peut pas impacter la communauté, quelle que soit ta compétence. Il a contacté l'imam Tidiane Ba, rahimahullah, qu'Allah lui accorde le salut, et il a contacté l'imam Kaba, Mohamed Amin Kaba, pour s'asseoir, pour dire nous devons faire quelque chose, sinon notre jeunesse partira à l'eau. Et beaucoup sont en train d'abandonner l'islam d'une manière ou d'une autre. Alors il faut qu'on travaille pour qu'on puisse leur venir en aide. C'est là le choix d'encadrer la jeunesse. La jeunesse, que ce soit au niveau, à ce moment-là, l'AMC venait de commencer avec les Vassri Touré, avec le professeur Keïta et bien d'autres choses. Et là, ils avaient intérêt pour pouvoir aller vers les élèves et les étudiants pour leur enseigner l'islam. Ces trois personnes ont planifié leur travail, d'abord par des réunions entre eux pour savoir qu'est-ce que nous allons pouvoir faire. Et cette étape nous a amenés, lorsque Oussad Kaba a eu le centre islamique, n'est-ce pas, à Williamsville, pour qu'ils reçoivent les élèves, les étudiants et d'autres personnes, n'est-ce pas, comme beaucoup de cadres, n'est-ce pas, qui venaient l'écouter, même confronter les idées, et le nombre a grandi. Et ensuite, encadrer les étudiants jusqu'à ce que nous soyons du lycée, nous sommes venus à l'université. Son travail a continué. En même temps, tous les week-ends pratiquement, il partait à l'intérieur, les trois, et dans la voiture que lui-même conduisait pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, à prêcher l'islam dans certaines mosquées, dans les mosquées, et aller à la rencontre des élèves pour leur parler de l'islam. Cette étape-là, elle est très importante. Mais celle qui est la troisième phase, c'est celle qui est le moment où nous qui étions partis en Arabie, revenus en 86-87, nous sommes venus naturellement, parce que c'est de cette école-là que nous sommes partis à l'université en Arabie. Nous sommes venus nous organiser et ils nous ont accueillis pour continuer le travail, et cette fois-ci avec un plan d'action stratégique où nous allons continuer. C'est-à-dire, choisissons d'aller d'abord vers les cadres, les fonctionnaires. Prenons leurs enfants, pour leur donner. C'est à faveur de tout cet événement que les séminaires de formation des élèves étudiants musulmans ont commencé en 82-83. Pour venir à ce moment-là, l'AMC est devenu plus fort, les jeunes sont devenus plus pratiquants et connaissent mieux l'islam. De façon régulière, l'encadrement des cadres, de leurs enfants qui sortent des séminaires de formation annuels, a donné encore une autre dimension, jusqu'à ce que les cadres, n'est-ce pas, s'organisent à la Riviera pour faire un séminaire à eux pour dire la valorisation de la fonction des imams. Il fallait être en avance sur son temps pour avoir cette vision. Pour avoir cette vision. Et ça a donné ses fruits, n'est-ce pas? En 78, il y avait déjà l'émission islamique avec Feu Suleiman Dumia, paix à son âme, et qui a encore donné une nouvelle lumière et une dimension de leur savoir, de leur connaissance, et les trois qui étaient complémentaires. L'imam Tidiane Ba, qui était très sage, très érudit, et l'imam Fofana, qui connaissait parfaitement le Coran et qui avait le souci d'appliquer tous les aspects du Coran, et l'imam moins spirituel à l'époque, mais l'imam Kaba, qui était la jonction entre les deux, qui était un peu dur dans ses réponses, mais Tidiane Ba
venait toujours arrondir les angles pour qu'il y ait une approche de lecture plus attrayante et ainsi de suite. Le cheikh, vous voyez, avec l'avènement du retour de notre génération d'Arabie, a eu des compagnons pour continuer avec lui le cheminement vers la revivification de la foi des musulmans, pour aller vers une nouvelle forme d'organisation à impulser au sein des élèves. Et le cheikh, dans tout ça, personne n'a su, lorsqu'il y a une organisation, il aidait les gens à mettre les gens, à choisir les leaders. C'est ainsi qu'au COSIM, il n'a jamais accepté d'être le président du COSIM. Et comment il en est devenu le président plus tard? Au CENI, c'est lui qui allait chercher l'imam Koudous pour dire, bon, il va diriger, il allait s'entendre avec lui pour dire aux imams, bon, voilà ce que j'ai trouvé, moi je ne peux pas être à la tête, mais j'ai choisi que mon frère, celui-là, soit à la tête du CENI. Et en repli, lorsqu'on vient à l'avènement de son arrivée à la tête du COSIM, vous avez, les témoignages ont expliqué tout à l'heure qu'il était en exil aux États-Unis. Et pour beaucoup de raisons, n'est-ce pas, les imams, après le rappel à Dieu de l'imam Anzouman, paix à son âme, étaient à la recherche d'un nouveau guide et à la réunion entre les imams. Il y a un de nos frères qui a dit, vous savez, il faut que nous pensions, nous retournons l'ascenseur à l'artisan, à l'architecte de l'organisation de l'islam en Côte d'Ivoire. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Et il a choisi les autres toujours, préféré toujours les autres à lui, et pour que la machine puisse avoir. Aujourd'hui, il faut que nous lui fassions honneur pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire par la porte et non par la fenêtre. Et par tous les honneurs. C'était une sorte de reconnaissance. C'était une sorte de reconnaissance. C'est ainsi que l'acte de sa nomination a été signé par l'imam Abbas Sissé pour dire que désormais le cheikh, il est le président du Conseil supérieur des imams, et de lui envoyer cette invitation, ou l'acte de cette nomination à la tête de cette grande organisation. Bien sûr, lorsqu'il est arrivé, c'était unanimement le bonheur retrouvé au sein de la famille du Conseil supérieur des imams. Parce que les gens avaient soif de le revoir. L'homme véridique, l'homme qui a la passion du travail, l'homme organisé, l'homme humble, l'homme modeste. Et prendre tous les imams comme ses parents, et pratiquement toute la communauté des imams, chacun ressentant en lui comme s'il était le plus aimé du Cheikh Aïma. Et là, c'est ce qui lui a valu, n'est-ce pas, cette possibilité de mobiliser tous les imams, les réorganiser, les réorienter et faire en sorte qu'il y a certaines idées qui sont un peu d'une approche africaine c'est celui du tribalisme, d'ethnocentrisme, d'un certain nombre de maladies sociales ou sociologiques et politiques. Le cheikh a fait en sorte que ces sentiments vilains disparaissent des rangs de notre communauté des imams et par extension la communauté nationale tout entière. Il a toujours dit, Moïse, lorsque, comment on appelle, dans le Coran, cela est bien dit, lorsque vous avez à choisir quelqu'un, il le disait et il répétait, et dit, celui que vous devez conduire et choisir pour la conduite de vos affaires, que cette personne soit honnête et compétente, soit pieuse et compétente. Alors, il a laissé beaucoup de valeurs. Hein, il a laissé beaucoup d'héritage, n'est-ce pas, pour que la vision, n'est-ce pas, de l'islam en Côte d'Ivoire soit admirée de l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et plus loin, en Asie et en Europe, aux États-Unis, en Afrique, n'en parlons pas,
Et je crois que l'homme Fofana est le leader religieux, le leader communautaire, a laissé un héritage lourd, un héritage très important. Et il reste un modèle et il le restera pour très longtemps. Et c'est pour cela que sa vie doit être connue des générations actuelles et des générations futures, parce que c'est ce qui va marquer le pas de la vision, surtout la vision qu'il avait de l'islam. C'est cette vision qui est d'unir les cœurs. Et il disait, vous savez, vous êtes imam, mais vous êtes imam de ceux qu'on appelle les bandits. Vous êtes les imams de ceux qui sont les drogués. Vous êtes les imams de ceux qui sont des autres confessions religieuses. L'imam n'est pas l'imam seulement de ceux qui sont à la mosquée. Il doit aller à la recherche de l'espoir qu'il constitue par rapport à ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas. Pour que, enfin, il y a beaucoup à dire. L'éducation et la formation. Vous voyez, à l'université, ce qui est devenu université aujourd'hui. Parce qu'il avait cette idée-là qu'il avait dans sa tête. Il s'est dit, nous sortons des universités arabes dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Il y a le texte et le contexte. Encore, ce sont ces mots. Pour dire, il y a le texte et le contexte. On apprend l'islam dans un contexte. Et ce Coran que nous amenons avec les sciences du Coran et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les contextualiser. Nous sommes dans un environnement sociologique différent de l'Europe, d'Asie et autres. Il faut faire en sorte que cet islam en Côte d'Ivoire, je ne dis pas de Côte d'Ivoire, cet islam en Côte d'Ivoire puisse féconder des valeurs qui puissent éclairer notre pays et qui puissent être un modèle d'espérance, comme on le dit, n'est-ce pas, pour notre pays. De l'école, de l'université, il y a des écoles, des grandes écoles qu'il a initiées, vous savez. Mais plus, la presse, c'est en 82 qu'il avait déjà initié un magazine dont, comment on appelle, le journaliste Ladji Sidibé était le rédacteur. Qui était, un magazine pour sa communauté. Allahu Akbar, qui s'appelait Allahu Akbar. Comme support à ce qui se passait, Allahu Akbar, à la télévision. Et de là, l'idée déjà des radios et des télévisions islamiques pour notre communauté était dans son esprit. Et je l'ai dit quelquefois, je dis, le cheikh a nourri l'intention, il dit, nous musulmans, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup, on peut entreprendre beaucoup de choses. Si chaque musulman donne 1000 francs, 1 million, si chacun, 1 million de personnes donnent 1000 francs, nous aurons 1 milliard. Et si c'est plusieurs millions de personnes, on pourra entreprendre, on pourra faire des universités, on pourra faire des chaînes de télévision, des chaînes de radio, et on pourra faire beaucoup de choses sans faire appel à d'autres pays, à d'autres riches qui sortent d'eux-mêmes comme leur zakat et leur contribution à l'essor du développement de l'islam, notre spécificité en Côte d'Ivoire. Et ça c'était son souci, que nous ne dépendions pas de l'extérieur. Et c'est ce qui a été fait, et pour la radio, et pour la télévision, et pour d'autres projets qu'il a initiés. C'était un homme de baraka. Maître Amadou Camara, vous qui êtes plus jeune, vous qui l'avez côtoyé, l'avez pratiqué pendant 12 ans, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'héritage est un peu trop lourd à porter sur vos épaules? Bon, ce que je dis, c'est que lorsque vous avez une personnalité qui a les qualités de médecin, parce qu'il soigne notre âme, il soigne notre comportement, qui a les qualités d'architecte, parce que il conçoit et il réalise, qui a les qualités de stratège, qui a les qualités d'ingénieur. Si vous perdez une personnalité qui a l'ensemble de ces qualités, il est évident qu'au regard donc, de ses acquis, il est évident que trouver une autre personnalité aussi consensuelle, ayant
la même vision. La notion de vision par rapport au cheikh était très, très, très importante. Quelle était sa vision pour la communauté? Quelle était sa vision, non seulement pour notre communauté, mais sachant que cette vision s'inscrit dans le cadre de la nation, parce que notre communauté est partie intégrante de la nation. Donc, quelle est notre vision? Quelle est la vision de la communauté au sein d'une nation en paix, une nation réconciliée avec elle-même? Il disait 50 ans dans la vie d'une nation, c'est quoi? Ce n'est rien du tout que ce que nous commençons maintenant. Nous ne sommes même pas sûrs de voir la réalisation, l'aboutissement. Mais il nous faut commencer pour que ceux qui viennent après sachent qu'ils ont une mission à continuer, qu'ils doivent poser leurs pierres, ou ceux qui ont construit, ceux qui ont commencé se sont arrêtés pour faire en sorte que le projet puisse aboutir, que le projet puisse arriver à la fin. Et donc, dans cette conception-là, comme l'imam Cissé Djigiba le disait, pour que vous soyez fort, il faut déjà que vous soyez autonome. Il faut que vous soyez indépendant, surtout financièrement. Que vous soyez capable d'avoir la conscience de votre communauté, que vous soyez capable de comprendre que personne ne viendra faire ce qu'il faut à votre place. Une fois que vous avez compris ça, que vous vous donnez les moyens pour parvenir, vous ferez en sorte que les projets qui sont en train d'être réalisés, que ces projets-là puissent effectivement aboutir. Le cheikh laisse un héritage très lourd, vous le dites, j'en conviens avec vous, mais en même temps qu'il nous laisse cet héritage très lourd, que nous avons certes de la peine à supporter sur nos frêles épaules, il nous laisse un héritage encore plus important, c'est cet héritage de spiritualité. Parce que chaque fois qu'une difficulté s'est posée, quelle qu'elle soit, sa première réaction, nous allons montrer à Dieu. C'est ça, c'était toujours sa première réaction. Il m'est arrivé de traiter des dossiers, je viens, on est confronté à quelques difficultés. Je dis, Oustaz, vraiment, voilà où nous en sommes. Si nous faisons comme ça, voilà ce qui peut se passer. Je dis, Amena ira là. Et le cheikh des cheikhs, celui que nous estimons comme étant le dernier rempart. Rempart, il n'hésite pas, dans son humilité, dans sa grandeur, à prendre son téléphone lui-même pour appeler d'autres imams, pour leur dire, nous avons telle difficulté, priez pour nous. Priez pour nous. Il appelle un tel, priez pour nous. Nous avons telle difficulté, priez pour nous. Tout se résumait à ça. Chaque fois qu'une difficulté se posait, montrons à Dieu. Et donc, ce que je dis ici, en tant que disciple, en tant que collaborateur, c'est de dire, nous l'avons perdu. Mais il nous a enseigné que lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, que nous devons nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de prier pour qu'Allah nous permette de faire en sorte que l'héritage qu'il nous a laissé ne soit jamais, jamais, jamais dévoyé. Que son héritage politique, parce qu'il a un héritage de ce point de vue au regard de ses missions de médiation, de conciliation, de réconciliation. Son héritage associatif, pour avoir été à la base de la création de l'AEMC, de l'AGMCI. Aujourd'hui, dans tous les pays de la sous-région, au Burkina, au Bénin, au Niger, ils vont faire la prière de l'absent pour le cheikh Fofana. Ils se reconnaissent tous en lui pour avoir été l'instigateur, l'initiateur, pour avoir été l'inspirateur de l'organisation de l'islam dans ces pays-là. Son héritage associatif, son héritage spirituel. Son héritage spirituel, comprendre que tout part d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'enseignement en tout cas qu'il nous a donné. Que fasse que ces héritages-là, l'ensemble des pans de cet héritage ne puissent jamais, jamais être dévoyés, en tout cas de par notre fait. Très bien, nous poursuivons cette émission. Nous allons marquer une petite pause et reprendre nos échanges juste après. Retour sur le plateau de NCI 360. Ce soir, nous parlons de la disparition du cheikh Boakari Fofana, guide de la communauté musulmane nationale, président du COSIM. Et en plateau, nous avons l'imam Cissé Djigiba Abdallah, recteur de la grande mosquée du plateau, révérend Ediemou Blain Jacob, président du Forum national des confessions religieuses, maître Amadou Kamara, avocat, conseiller juridique du président du COSIM, et Lassina Sermé, qui est journaliste. Lassina Sermé, qui justement voulait évoquer une question avant la pause qu'on a marquée tout à l'heure.
Non, avant la question, je voudrais noter également avec mes prédécesseurs dans la parole l'héritage que laisse le cheikh pour toute la communauté. Et j'espère, avec tout ce que l'imam Cissé Djigba et Maître Camara ont dit tout à l'heure, pour avoir été à l'école donc, du cheikh Boakari Fofana, je pense que l'héritage doit pouvoir être assuré avec beaucoup de plaisir parce qu'il a formé. C'est l'un des aspects sur lesquels il a beaucoup mis l'accent. L'imam l'a dit, il a contribué à la mise en place de pas mal d'infrastructures pour former le capital humain qui était essentiel pour lui, pour cette communauté plus forte de demain, pour cette nation plus forte dans laquelle contribueront les jeunes musulmans, la communauté musulmane. Donc je pense qu'à ce niveau, l'héritage devrait pouvoir être bien assuré avec tout ce que le cheikh a préparé dans son entourage au sein de toute la communauté musulmane. Maintenant, la question que je voudrais poser, quand il y a eu le décès, avec les obsèques, l'inhumation, on a eu sur les réseaux sociaux, avec toute cette dimension qu'on vient de décrire, de dépeindre, que le cheikh aurait pu être inhumé, par exemple, dans sa mosquée à Aguien ou, par exemple, à la Riviera Golf. Est-ce que, pour vous qui avez été ou qui êtes dans son cercle le plus restreint, est-ce qu'on peut nous expliquer un peu comment se fait-il qu'il soit finalement enterré à Williamsville? Est-ce que c'était son choix lui-même, etc.? Oui, alhamdoulilah, le cheikh n'a jamais souhaité être enterré en hommage à sa personne à la mosquée, dans une mosquée quelconque, pas du tout. Il n'a pas voulu tirer les projecteurs vers lui. Non, il a toujours souhaité que les enterrements se fassent dans les cimetières et que cela est conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que d'aucuns disent, oui, le prophète est enterré dans sa maison ou dans la mosquée de Médine. Non, la mosquée est venue prendre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les envoyés, les messagers sont enterrés où ils rendent l'âme. Donc cela n'est pas une volonté délibérée qu'il est recommandé, si je meurs, alors enterrez-moi dans la mosquée, dans ma mosquée. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les gens doivent suivre plutôt les recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites. Ce n'est pas d'enterrer les corps au sein de la mosquée que cela va conférer une sainteté quelconque ou que l'âme sera acceptée par Allah. Et la pratique recommandée par l'islam, c'est que ce soit au cimetière. Ça peut arriver dans un contexte d'insécurité où il n'y a pas d'endroit autre. Ça, c'est dans les cas exceptionnels. Sinon, la pratique est ce qui est recommandé et que le prophète, que le cheikh a pratiqué et a souhaité, c'est d'être enterré dignement dans un cimetière et c'est ce qui a été fait et très bien fait en l'honneur à sa personne. Et c'est là que les prières, en tout cas, ont été faites aussi pour le repos de son âme lorsqu'il a été mis en terre. Oui, c'est bon. Oui. Pour avoir été présent, je considère que c'est une grâce que Allah m'a faite de pouvoir accompagner le cheikh jusqu'à sa dernière demeure, en tout cas jusqu'à sa tombe. Je crois que c'est un signe de la dimension spirituelle, de mon point de vue, du cheikh Boakari Fofana. C'est-à-dire que le cheikh a vécu sobrement. La maison qu'il a toujours habitée, il y habite, je ne sais pas depuis combien d'années. Il a occupé des fonctions institutionnelles de haut niveau pour lesquelles il pouvait prétendre à une maison de fonction plus grande et plus, je veux dire, plus espacée que celle qu'il a toujours habitée. Le cheikh est resté où il était. Il a vécu sobrement. Et je le disais il y a quelques jours, en dépit du nombre très peu élevé de personnes présentes, l'enterrement a été fait de façon solennelle. Nous avions une telle sérénité. Nous étions, c'est-à-dire que
le sentiment qui nous traversait, c'était un sentiment de sérénité, d'être en train d'accomplir une grande œuvre pour un grand homme. Et l'espace est en train d'être sécurisé actuellement au niveau donc, du cimetière de Williamsville par le district autonome d'Abidjan. Et Inch'Allah, à l'instar de l'espace qui accueille actuellement la tombe du cheikh Ansoumana Konaté, ce sera un espace dédié où nous pensons que les musulmans, après cette période-là, pourront effectivement s'y rendre pour leur ziyara. D'accord, des dispositions, en tout cas, seront prises pour sécuriser, pour faire en sorte qu'on puisse venir faire les doigts que nous souhaitons faire. Mais Allah a voulu que ça se passe ainsi. Je voudrais demander ici solennellement que les uns et les autres acceptent cette situation et qu'ils comprennent que c'est Allah qui a voulu que par ce temps, que les choses se passent de cette façon. Peut-être que si ça s'était passé à une autre période, à un autre moment, peut-être qu'on n'aurait pas pu canaliser. Peut-être qu'on ne saurait jamais ce qui aurait pu se produire. Allah a voulu que ça se passe ainsi. Acceptons le décret divin. Très bien. Plus que 5 minutes pour terminer cette première partie de l'émission. Imam Djigiba, est-ce que vous en savez un peu plus sur la suite? Le cheikh Boukari Fofana a rejoint son Seigneur. Il faudra un nouveau guide à la communauté musulmane. C'est quoi les prochaines étapes? La pratique est connue. Cela se passe dans la discrétion. Et il y a ce qu'on appelle en islam shura, la concertation éclairée. Et il y aura donc des rencontres au sein du bureau exécutif du COSIM pour voir quelle est la suite qui va être donnée à ce rappel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces rencontres ont commencé? Non, pas encore. Ces rencontres n'ont pas encore commencé. Et ça va venir et tout le monde sera informé. Très bien. Révérend Ndiemou, nous sommes au terme pratiquement de cette première partie de l'émission. Si on vous demandait, qu'est-ce que vous retenez du cheikh Boukari Fofana? Je l'ai toujours dit, le cheikh, il est sincère. Ce qu'il veut, il le fait honnêtement. Il ne vous empêche pas d'avoir ce que vous voulez. Et il fait un combat normal, légitime. C'est ce qui est la force du cheikh. Le temps qu'on a pu le côtoyer, depuis la crise, c'était un homme un peu à part. Parce que nous, chez nous, on disait, les chrétiens, on dit, il y a la vision de Dieu et la vision du diable. Et je disais à moi que ce cheikh, c'est un peu un marabout de Dieu. Ce que j'allais dire, parce que c'est un visionnaire. Ce qu'il veut demander, il a dit, consulte Dieu toujours, il obtient. Mais il dit, il vous demande de faire ce que vous devez faire. Alors là où nous sommes arrivés, il nous a laissé l'héritage qu'un grand homme de Dieu doit toujours travailler sans hypocrisie. Et il dit que cherchez à atteindre votre but. Et ne pas faire semblant que vous ne voulez pas atteindre le but pour tromper les autres. Mais il fait un combat ouvert. L'islam est une grande religion. On doit l'élever. Il nous dit, voilà, voilà, voilà. Donc, moi aussi, voilà, voilà, voilà. Donc, pour moi, il est mort. Dieu a fait il a fait un travail. Et dans ce que je me de dire, pour moi, ce que je retiens, c'est que dans nos causeries, je dis, il y avait mon dernier rendez-vous, il y avait un dernier rendez-vous avec lui. On m'a répondu que de venir vendredi. Et après, on m'a appelé de dire que le malade s'est reporté, il va appeler après. Le cheikh,
pour moi, je pourrais dire qu'il avait un souhait, un souci. C'est sérieusement, hein, il voulait élever l'islam et il dit quand tu seras organisé, tu es un champion. Il dit, m'appelle, il dit, c'est pour ça qu'on m'appelle. L'organisation, c'est la première des choses. Il faut toujours chercher à arriver au bout avec une ambition légitime. L'ambition orgueilleuse, Dieu n'aime pas. Ne dis pas à ton frère, j'ai fait ça, alors que tu fais autre chose. Il y a un seul Dieu, mais Dieu veut que tout le monde soit champion. Donc Dieu ne veut pas qu'il y ait la concurrence négative, mais positive. Je veux que l'islam soit. Président jeune, papa, il dit, je souhaiterais que chaque fois maintenant, votre parole de forum, ça soit ainsi, ça soit ainsi. Il a formé des gens, il y a des gens compétents. Et c'est là que nous aussi, on a un peu peur. Est-ce que l'esprit du chef qui se bat avec la légitimité, sans tricher, est-ce que ceux qui vont arriver vont faire la même chose? Mais comme il est là-bas, sa prière va nous sauver. Le chef est un homme de foi, sincère, un homme de Dieu. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Maître Amadou Camara, nous sommes au terme de cette émission. Que retenir? Bon, je retiens que c'est pas une bibliothèque seule qui a brûlé, c'est toute une citadelle. Chaque occasion à ses côtés a été l'opportunité pour apprendre sur la gestion des hommes, pour apprendre sur la gestion de la communauté, pour apprendre sur la sincérité, pour apprendre sur la spiritualité. Ce que les uns et les autres doivent retenir, en tout cas de mon point de vue, c'est que le cheikh, dans son entendement, le capital le plus important, c'était l'humain. Si les êtres humains sont bien formés, après on peut leur demander ce que nous voulons. Parce qu'ils auront les qualités intrinsèques, les qualités morales, les qualités intellectuelles pour pouvoir être utiles à la fois pour leur communauté et pour leur nation. Son principal combat a toujours été de faire en sorte que la communauté musulmane produise de bons musulmans, soucieux de leur communauté, mais de bons citoyens, soucieux également de leur part, de leur place au sein de la nation. De faire en sorte de démontrer par tout moyen que être bon musulman et être bon citoyen ne sont pas deux choses antagonistes. Qu'on peut être à la fois bon musulman et bon citoyen. On peut être bon pratiquant et bon professionnel. On peut être bon musulman et être quelqu'un d'utile, même à ceux surtout qui ne sont pas musulmans. Et donc, cet héritage-là, il nous faut le perpétuer à travers les centres de formation, les écoles qui ont été créées, les universités qui ont été créées sous sa houlette, faire en sorte qu'ils sortent de ces universités, sortent de ces écoles, des musulmans dignes, capables, au service de leur communauté, mais surtout de bons citoyens au service de la nation. Merci Nasser. Je retiens de l'homme sa simplicité. Maître l'a dit tout à l'heure, moi en novembre 2019, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre de la préparation d'une interview. Et comme il a dit, j'ai eu l'occasion effectivement de constater sa simplicité. Quelqu'un qui avait l'occasion d'avoir tout ce qu'il voulait, n'est-ce pas, de par ce qu'il a fait, de par ce qu'il a formé, de par les fonctions que ces derniers occupent aujourd'hui. Mais je pense que la chose mondaine n'était pas vraiment enviée par le cheikh Boukari Fofana. Donc ça, je voudrais le relever, le noter. Et je voudrais, pour terminer, saluer le COSIM, qui a joué quand même à la carte de transparence, en disant de quoi est décédé le cheikh. L'actualité oblige, il faut qu'on en parle, pour dire qu'effectivement, la Covid-19 existe et que nous devons tout faire pour vivre avec cette maladie désormais, mais en même temps pour respecter les barrières qui ont été édictées par les autorités sanitaires et gouvernementales. En tout cas,
c'est une réalité et il faut apprendre à vivre désormais avec cette maladie. Imam Djigiba? Oui, en fait, je terminerai par dire que le cheikh nous a laissé un héritage extrêmement important. Et il a formé, les autres l'ont dit, toute une génération. N'est-ce pas, depuis 1988 que la Ligue islamique des prédicateurs est mise en place, c'est aujourd'hui des érudits et des savants musulmans qui en sont les membres et qui représentent cette dimension éthique et morale du cheikh. Et il y a autant de structures, n'est-ce pas, de jeunes qu'il a inspirés, qu'il a orientés et qu'il a pris en charge de telle sorte que le jour où il n'est pas là, son héritage soit pris en compte et assumé. Le cheikh, on ne finira jamais de dégrainer les valeurs qu'il a défendues. Je vois le chemin que nous allons tous prendre en compte. Le cheikh avait une vision, il avait une mission. Il y a des valeurs qu'il a défendues. Il avait toute la population, tous les hommes étaient les cibles de son message. Et il avait des objectifs. Et il avait aussi un programme de vie. Si il reste à notre esprit ce chemin qui lui tenait à cœur et que nous répétait régulièrement. Vous êtes en mission, il y a des valeurs que vous devez incarner et que vous devez également transmettre. Et il faut également mettre l'accent sur l'organisation pour que, pas seulement notre communauté, mais notre pays en soit bénéficiaire. Et c'est lorsqu'on cite les religions en Côte d'Ivoire, on parle du contexte surtout du dialogue des religions qui est une réalité dont il est l'un des pères, dont il est l'un des initiateurs, et que Dieu lui accorde le paradis des vertueux serviteurs de sa cause, et que Dieu nous donne la force, la patience et l'endurance par rapport à cette épreuve que nous vivons et que nous allons vivre en tout cas pendant encore un peu plus de temps. Que Dieu nous soutienne en tout cas, Inch'Allah. Merci infiniment Imam Cissé Djigiba Abdallah, révérend Edjemou Blain Jacob, maître Amadou Kamara, Lassina Sermé. Merci d'avoir pris part à cette première partie du NCI 360, au cœur de laquelle nous avons abordé la vie et la disparition du cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, son implication pour le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette première partie de l'émission. Dans un instant, la seconde partie. Retour sur le plateau de NCI 360 pour la deuxième partie de cette émission. À présent, nous allons aborder la prise en charge des malades par des assistants sociaux. Quel est leur rôle justement dans la prise en charge des malades du Covid-19 ? Et pour en parler, je reçois pour vous chez vous Dr Solange Amétier. Vous êtes coordonnatrice de la gestion des cas et du suivi des contacts Covid-19 par les travailleurs sociaux. Vous êtes du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dirassouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Et juste après vous, nous allons aborder la question de l'intervention des équipes rapides qui ont été mises en place par le ministère de la Santé. Nous recevons en plateau M. Amani Konan-Joachin. Il est ingénieur biologiste, membre de l'équipe d'intervention rapide EIR du district sanitaire de Port-Bouët 1. Bonsoir, M. Amani. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour venir à bout de cette maladie qui affecte un peu plus de 1000 cas actifs en Côte d'Ivoire, il faut aussi compter sur ces autres soldats anti-Covid cachés dans l'ombre. En plus du corps médical et de l'armée, il y a aussi les assistants sociaux. Ils sont commis à la prise en charge psychosociale des personnes infectées par le Covid-19 et pas seulement. Vous verrez dans le reportage qui va suivre comment leurs actions sont aussi portées sur les proches des malades et les populations traumatisées par la maladie. Un dossier de Pierre Dipomélin et Mathurin Madé. Je suis Madame Oula, assistante sociale au centre social de Port-Bouët. D'accord. Je viens d'avoir votre nom par le biais du district sanitaire de Port-Bouët. D'accord. Oui, on m'avait dit que vous étiez déclaré positif. Oui. Oui, donc je suis là pour le suivi
Pélagie, assistante sociale, est en amont et en aval de la prise en charge psychosociale des malades du Covid-19 et de leurs proches. En ligne de front, elle rentre en contact avec les patients dès que ceux-ci ont été déclarés positifs. On peut passer 5, 10 appels, voire même 15 par jour, selon le nombre de cas confirmés qu'on a et leur contact, leur point contact. Face au déni de la maladie de certains patients, la tâche de ces travailleurs sociaux n'est pas toujours facile. Ils ne sont pas tous réceptifs. Mais on a des techniques d'approche. On arrive à les convaincre, on les sensibilise et à la suite, ils acceptent de nous recevoir. Et quand on arrive, vraiment, ils sont traumatisés d'abord. Donc on leur apporte un soutien psychologique d'abord pour leur dire que ce n'est pas une fin en soi et qu'ils peuvent guérir. En contact permanent dans les districts sanitaires, Pélagie est aussi sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, elle rend visite à un patient, un jeune élève de 19 ans. Après avoir été déclaré guéri, il sort à peine du Vitib à Bassam, où il était interné pour des soins. Après des hésitations, il accepte enfin de nous parler. J'étais enrhumé, j'avais perdu l'odorat. Et le docteur m'a proposé de faire un test du Covid-19. J'ai accepté, mon test a été positif. Je suis parti en confinement à l'hôtel Vitib de Grand Bassam. Et j'ai fait environ 2 semaines là-bas. On était bien traités, j'étais dans une chambre, j'étais bien logé. En tout cas bien logé et puis bien nourri pendant ces 2 semaines. Nous étions environ 80 personnes. Oui, 80 personnes, mais c'est une seule personne qui avait des difficultés respiratoires ils ont évacué rapidement. Ses parents, eux, ont été conduits et confinés à l'INJS à Marcory. Heureusement, ils en sont ressortis indemnes. Il m'appelle, il dit « Ah, on vient de m'appeler, on dit que je suis positif ». Et quelques temps après, c'est l'ambulance et puis l'équipe médicale qui est arrivée. Ils sont rentrés et tout le quartier a commencé à nous regarder. Chacun a tiré son enfant, rentre chez lui, de là-bas, à travers la clôture, le concerné lui-même, mon fils, lui devait aller à Bassam. C'est là-bas on fait le traitement, comme il a eu la maladie. Et nous, on est suspectés, nous, on va aller à l'INJS. Tout le quartier est calme comme ça. Après sa guérison, le jeune et sa famille doivent faire face à un autre mal, la stigmatisation. C'est ce qui explique la présence de Pélagie, l'assistante sociale. Elle poursuit la prise en charge. Comme eux, tous les malades du coronavirus, ou presque, subissent le regard et le rejet du voisinage. Tout le monde est informé dans le quartier. C'est pour cela que je vous ai dit de venir. Parce que je n'ai plus rien à cacher. Donc, quand on dit c'est celle qui avait le coronavirus, elles ont commencé à avoir peur de moi. Elles ont commencé à prendre la distance, appeler même les enfants. Et voilà, les enfants disent, hey, toi, viens ici. L'assistance sociale connaît m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais. Ça m'a aidé. Ces travailleurs sociaux sont outillés par l'INHP, Institut national d'hygiène publique, pour accroître leur efficacité dans la prise en charge psychosociale des malades. Leur rôle, cependant, est très peu connu du grand public. Quand la personne est testée positive, il va s'en dire qu'il y a la prise en charge sanitaire, il y a des contingences d'ordre social, il y a le regard des autres. Donc toutes ces répercussions-là sont traitées dans une adresse psychosociale par l'assistance sociale. Le docteur à métier chapeaute toutes ces actions des assistants sociaux sur les personnes vulnérables. Les contacts qui refusent de se faire dépister ou bien de se faire confiner à l'INJS ou bien au Vitib, alors ils font appel au travailleur social. Hier, nous avons pu rendre visite à 2 familles qui sont sorties de ces centres de confinement, qui se portent très bien. Et la ministre a bien voulu leur remettre des vivres que nous leur avons donnés hier. Vous savez, avec cette maladie, les gens ont très peur. Et souvent, les malades qui sont infectés sont stigmatisés. Elles sont rejetées parfois par leur communauté. La Côte d'Ivoire compte 51 complexes sociaux éducatifs dans lesquels sont disséminés des travailleurs sociaux. Ils font face tous les jours aux questions de vulnérabilité sur toutes ses formes. Nous avons les VBG dans ce temps de confinement. Les violences basées sur le genre ont augmenté en volume. Donc il faut ces travailleurs sociaux pour traiter ces sujets, pour accueillir les femmes en détresse. Ça peut être des hommes également, ou des enfants qui sont violentés. Dans cette guerre contre le Covid-19, les assistants sociaux font partie des soldats en première ligne. Travailleurs de l'ombre,
Ils sont parvenus à convaincre plusieurs centaines d'individus réticents à intégrer les centres de confinement. Ils sont installés dans les 8 centres d'accueil que compte le Grand Abidjan pour les dépistages. Leur travail s'étend à la population incrédule, mais aussi celle traumatisée. Voilà, après avoir vu ce reportage, docteur Solange Amétier, votre rôle n'a pas toujours été mis en première ligne dans cette lutte contre le Covid-19. Effectivement, M. Dirassouba, nous n'avons pas été mis en première ligne. Pourtant, vous jouez un rôle important. Oui, nous jouons un rôle très important. Et je tiens à remercier l'équipe du professeur Beignet Bivreau, le directeur de l'Institut d'hygiène avec son équipe, Dr Savané et Dr Chérif, qui ont vu l'importance des travailleurs sociaux. Et c'est ainsi que depuis le 27 mars, ils ont fait appel à nous pour que nous puissions intervenir, jouer notre partition. Et nous avons commencé par être formés. Les travailleurs sociaux ont été formés. L'équipe de coordination. Ensuite, il y a, vous savez, au niveau du ministère de la Femme, nous avons 8 complexes à Abidjan. Donc, nous avons identifié 2 travailleurs sociaux au niveau de ces 8 complexes qui ont été également formés et qui ont commencé donc à travailler avec les différents districts. Alors, comment cela se passe? L'équipe médicale fait le plus gros du travail. C'est quand ils butent sur certains cas, quand par exemple les personnes refusent de se faire dépister ou bien se sont fait dépister et refusent le confinement, alors ils nous appellent. Et donc les travailleurs sociaux, ils ont les contacts et ils les appellent, ils parlent avec eux au téléphone, comme on a vu le reportage. Ils parlent beaucoup avec eux, ils essaient d'écouter leurs préoccupations. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de se faire dépister? Pourquoi ils refusent de se faire confiner? Et quand ils ont toutes les informations, alors, au bout de plusieurs échanges, la plupart ont accepté d'aller soit à l'INJS, soit à Bassam pour se faire confiner. Et aujourd'hui, nous avons pu, jusqu'à la semaine dernière, nous avons pu travailler avec plus de 380 cas et contacts qui ont accepté tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller à l'INJS ou aller au VITI pour prendre le traitement. Pierre Dipomelin, vous qui avez réalisé ce dossier pour le compte de la rédaction de NCI, ce n'est pas toujours évident de convaincre ces malades d'accepter la maladie. Non, on l'a vu dans le reportage, souvent il y a des prises de bec entre les assistants sociaux et les proches des malades, et quelquefois aussi avec les malades eux-mêmes. Et on l'a vu, les assistants sociaux sont rentrés en ligne de compte 2 semaines après la déclaration du premier cas. La question, c'est de savoir que deviennent tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la prise en charge psychosociale. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous recevons les cas que l'équipe médicale nous réfère. Oui, mais les cas qui ont été dépistés positifs avant 2 semaines pendant lesquelles vous n'avez pas exercé. Je suis d'accord. C'est ce que je dis. Je reviens encore pour dire que nous intervenons quand l'équipe médicale a des difficultés. Voilà. Avant, si on nous a pas interpellé pour dire on a un cas, ça va être difficile. Maintenant, il peut y avoir des cas qui vont aller au niveau des centres sociaux. En ce moment, ceux-là, on peut les prendre en charge. Mais c'est une continuité. C'est vraiment les cas pour lesquels ils n'arrivent pas à trouver une solution que le travailleur social est interpellé. D'accord, il est clair que le travailleur social n'a pas pu contenter toutes ces personnes qui avaient besoin de vos services. Non. Même, si je peux me permettre, même les malades qui sont hospitalisés auraient besoin d'un travailleur social. Quand ils sortent, ils ont besoin d'un travailleur social pour les accompagner parce que ce n'est pas facile pour les familles. Ce n'est pas toujours facile de savoir qu'on a un parent qui est contaminé puisqu'on ne sait pas très bien comment la maladie... Bon, c'est vrai, on sait aujourd'hui comment ça se transmet, mais c'est une nouvelle maladie. Donc, même la famille, parfois, a beaucoup d'appréhension. Et même pour les personnes qui sont guéries, il aurait été bien que le travailleur social puisse les accompagner. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'en lieu et place d'un travailleur social, on aurait pu avoir affaire à un psychologue? Alors, pour les échanges que j'ai eus avec Dr Savané, le psychologue, on appelle le psychologue pour les cas de décès. Pour les cas de décès. Parce qu'il y a plusieurs échelles. Il y a des cas que le travailleur social peut gérer. Et même le travailleur social, habituellement, quand il se rend compte qu'il n'arrive pas à gérer, il faut appel au psychologue. Voilà. Et comme vous dites, le travailleur social, il y a certaines échelles qu'il peut gérer.
Il a des notions en psychologie aussi ou... Oui, bien sûr, parce que ce sont des travailleurs qui sont formés à l'Institut, à l'INFES. Et donc, ils ont tout ça. Ils ont des notions en sociologie, en psychologie. Ils ont des compétences. Ils savent écouter. Ils savent... voilà, le travail social, il ne travaille pas comme ça. Il écoute, il observe, il analyse, il fait un diagnostic, il fait un plan d'action. Et puis ensuite, il fait le suivi. Mais ce plan d'action, il ne le fera pas seul. Il va le faire avec l'individu ou bien le groupe d'individus. Voilà, le travail social ne prend pas de décision à la place de l'individu. Il tient compte de ses réalités et prend une décision pour que cette personne puisse se réinsérer dans le tissu social. Vous est-il déjà arrivé de faire face à un cas où vous tombez sur une personne récalcitrante qui, malgré tout le plaidoyer que vous faites, refuse par exemple de se faire confiner ou de se faire dépister? Cela vous est-il déjà arrivé? Oui, en ce moment, nous avons une dame qui travaille avec un travailleur, un professionnel de la santé. Et donc, il s'est fait dépister parce qu'il avait des signes. Et quand il a donné les contacts, donc c'est sa femme et les enfants, elle n'a rien voulu savoir. Parce que pour elle, alors, dans l'esprit des gens, c'est encore un lien, peut-être avec le sexe, bien qu'on leur explique qu'il n'y a pas de sexe. Et puis, s'il y a des problèmes, je pense, dans la famille, alors cette dame, elle a dit non, moi, je ne veux pas. Même s'il sort, il guérit, je ne veux même pas qu'il revienne. Bon, donc on continue. Elle ne veut pas que son fils revienne. Son mari. Son mari revienne. Voilà, Mais pourquoi? Parce que pour lui, il a dit où il allait prendre, il reste là. Ah, d'accord. Voilà, donc on continue. On continue de parler avec eux, de parler avec elle, pour lui expliquer que ça n'a rien à voir. Et quand bien même il aurait eu ça, je ne sais pas, ailleurs, il faut qu'on la soigne, elle et ses enfants. Parce que lui, il est déjà pris en charge. Mais si on ne la prend pas en charge, elle et sa famille, on ne va pas pouvoir couper la chaîne. Alors que le but du confinement, c'est de couper la chaîne. Et donc, on continue. Par contre, il y en a même on a eu un médecin au début qui ne voulait pas, qui s'était fait dépister. Mais elle, bon, c'était pour des raisons. Elle avait dit que quand on l'a dépistée, on ne lui a pas donné d'informations, qu'est-ce qu'elle devait faire, qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire pour sa famille. Donc, au bout d'une dizaine de jours, elle-même, elle s'est mise en confinement. Et c'est là que l'équipe médicale, parce qu'après, à chaque fois, il rappelle les personnes. Et donc, on nous a donné son contact. Mais elle était très en colère. Mais vraiment, j'ai une collaboratrice qui est très bien et puis qui a réussi à la faire accepter de donner le nom des autres personnes, des contacts qui ont été dépistés. Et aujourd'hui, tout le monde se porte bien. Voilà. Pierre Dupont-Melin, vous qui avez réalisé justement ce dossier avec les assistants sociaux, les travailleurs sociaux, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont eux-mêmes protégés suffisamment dans l'exercice de leurs fonctions? Oui, il y a beaucoup de dispositions qu'ils prennent, mais on doit le constater, hein, c'est un gros risque aussi qu'ils prennent d'aller au contact des malades, mais aussi au contact des proches des malades. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur leur métier. La preuve, ils rentrent dans la lutte 2 semaines après la découverte du premier cas, qui était le 11 mars. C'est seulement le 27 que les travailleurs sociaux vont. Vous voyez que même au niveau de l'État aussi, on a du mal à les intégrer systématiquement. Alors, c'est certainement parce qu'on ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans la vie normale, au-delà de la pandémie, de cette crise que nous traversons, dans la vie normale, où trouve-t-on les travailleurs sociaux, les assistants sociaux, et qui peut les consulter? Et quelle est leur utilité dans la société, finalement? Alors, bon, déjà, si on a un institut qui forme, c'est qu'ils sont utiles. Absolument. Non, bien sûr. Oui. Alors, les travailleurs sociaux, c'est un mot qui englobe plusieurs types de catégories. Il y a les assistants sociaux, il y a les éducateurs spécialisés, il y a les éducateurs préscolaires et il y a les éducateurs permanents. Donc, c'est tout ce groupe-là qui constitue les travailleurs sociaux. Mais là, en première ligne, en cas de catastrophe, en général, ce sont les assistants sociaux qui sont en première ligne. Alors, donc, l'assistance sociale se trouve en général dans pratiquement tous les districts. Donc, ce sont des structures qui ressemblent un peu aux formations sanitaires. Et au niveau de ces centres sociaux, les travailleurs sociaux prennent en charge toutes les personnes vulnérables. C'est-à-dire de l'enfant à la personne âgée, du 3e âge. Ils prennent en charge tous les enfants qui sont infectés ou affectés par le VIH, toutes les femmes battues, les hommes ou les femmes battus, les hommes ou les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, les problèmes d'analphabétisme, les enfants qui sont abandonnés dans la rue. Tout cela, c'est toutes ces entités-là qui sont prises en charge
au niveau du centre social. Et les prestations au niveau du centre social sont gratuites. On me donne même des conseils sur l'alimentation, sur la nutrition. Et donc, selon les cas qu'ils rencontrent, s'ils se rendent compte, par exemple, quand on prend un cas d'un enfant qui est malnutri, il y a des cas de malnutrition que l'assistance sociale peut prendre en charge. Quand ça devient un cas sévère, alors il le réfère vers le centre de santé qui est proche en général. Et à travers tout le travail qu'ils font, ils peuvent dire à celui-là, ça peut être un cas de VIH ou bien un cas de tuberculose et ils le réfèrent vers le centre de santé pour la prise en charge. Mais alors, toutes ces personnes qui vont au centre de santé, c'est quand ils sont malades. Mais quand ils finissent ou bien au cours du traitement, en principe, ils ont besoin d'un travailleur social. Et c'est le travailleur social qui va à domicile, qui va voir. Vous voyez, on donne souvent un traitement à un malade et puis on dit le traitement ne marche pas. Le médecin n'a pas le temps d'aller. Souvent, la plupart du temps, il ne va pas à l'hôpital, sauf si c'est un médecin de famille. Alors, l'assistance sociale qui va à domicile, il se rend compte que la personne, ils n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas à manger. Alors, on vous dit, il faut manger pour prendre un médicament. Et ils n'ont pas à manger. Ils ne prendront pas le traitement. Qu'est-ce que l'assistance sociale fait à ce moment-là? Alors, l'assistance sociale va essayer dans la communauté, puisque le travail social, au niveau du centre social, il y a ce qu'on appelle les plateformes de collaboration. Donc, il y a toutes sortes de personnes qui participent. Il y a les leaders religieux, communautaires, il y a même les différents ministères. Donc, ils vont voir au niveau de la communauté comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose à manger pour donner à cette famille-là. Et puis ensuite, faire le plaidoyer un peu plus haut pour avoir quelque chose de consistant. Mais il ne va pas s'arrêter là, parce que ça, c'est quelque chose de ponctuel. Mais ils vont essayer, parmi ces familles, il y a des familles qui ont la possibilité de se prendre en charge. Mais les revenus ne sont pas vraiment conséquents. Donc, on va les mettre ensemble pour qu'ils montent des petits projets pour pouvoir se prendre en charge. Voilà, parce que ce n'est pas bien de... Vous voyez des familles qui vont tendre la main, on les insulte, elles sont humiliées, alors que si elles-mêmes, elles peuvent se prendre en charge avec très peu, en épargnant 500 francs, 1000 francs par semaine, je vous assure, au bout d'un an, de 9 mois, ils arrivent à mettre des projets en place qui leur permettent de payer la scolarité de leurs enfants, de payer les médicaments. Et c'est gratuit. Le travailleur social, l'assistant social surtout, c'est comme le médecin généraliste. Il voit tout, il touche à tout, et quand il se trouve devant des difficultés, il réfère. Mais vous allez voir que la population va toujours revenir vers l'assistant social ou vers le médecin généraliste. Pierre ? Oui, mais en Afrique, on n'a pas cette culture de s'orienter très rapidement devant un assistant social. En Europe, même après un divorce, on court derrière un psychologue. Ici en Afrique, on en guérit tout seul. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas le choix ou l'offre de service aussi est totalement absente. Donc, est-ce qu'on peut véritablement guérir sans une prise en charge psychosociale des travailleurs, des assistants sociaux? Bon, écoutez, déjà, le premier lieu de resocialisation, c'est la famille. Alors, si on a une famille où les gens sont compréhensifs, ils sont aimants, bon, ça aide. Ça aide. Mais bien sûr, il y aura un moment où on aura besoin d'éléments vraiment techniques. La famille n'aura pas. La famille n'aura pas ces éléments-là. Que risque quelqu'un qui n'a pas eu la prise en charge psychosociale et qui, finalement, dans la vie... Il sait qu'il va garder la blessure. Ça va se répercuter dans ses relations avec les autres. Et puis, il y a la stigmatisation. Lui-même, il va s'auto-stigmatiser. Il ne va pas oser aller vers les autres. Il y a la population même déjà qui le stigmatise aussi, qui le met de côté. On a vu des cas ici, quand on a fait le reportage, il a fallu aller voir les propriétaires ou bien ceux qui louaient les habitations pour leur expliquer l'assistance sociale, leur expliquer c'est quoi la maladie, comment elle se transmet. Il y en a qui voulaient chasser les gens de leurs habitations. Mais bon, après le plaidoyer, après les explications, ils les ont acceptés, ils les ont gardés, ils sont restés dans leurs habitations. Mais il y a un quartier, par exemple, où on est allé, je pense que c'était les premiers cas. Quand on est venu chercher l'enfant dans la famille qui était infecté, ça ressemblait, je ne sais pas, à un film ou même je ne sais pas quoi. Je vous assure qu'il y a des gens dans le quartier qui ont filmé, qui ont posté ça sur Facebook. Et il y a une des filles de cette famille-là qui est à l'étranger, et puis qui voit les images, mais qui appelle son père, mais papa, c'est qui? Oui, voilà, c'est tant qui est... Mais dans le quartier, tout le monde les a laissés tomber. Sauf, il y a une famille qui est juste en face d'eux, c'est la seule famille
personne ne voulait leur adresser la parole. Ce monsieur-là, par exemple, lui, peut-être qu'un jour, quand vous allez peut-être faire des reportages, je pense qu'il va accepter de témoigner. Parce qu'il a dit, il a vu de toutes les couleurs. Donc, il est prêt à témoigner si ça peut permettre d'améliorer la prise en charge. Il y a à Tekoubé aussi, on a vu une dame aussi qui a dit qu'elle était prête à témoigner. Voilà. Tout ça pour dire aux gens que la maladie existe vraiment. Elle existe. Elle fait beaucoup de mal sur le plan psychologique. Beaucoup de personnes se plaisent à dire on n'a pas encore vu nous-mêmes de nos yeux des malades, on n'a pas encore vu des gens sous respiration artificielle, donc on ne croit pas à cette maladie. Vous les côtoyez tous les jours, les malades? Oui, et c'est dommage. Et vous allez, c'est pas seulement la population, c'est même parfois des grands intellectuels qui vous disent bon, ce sont des histoires. Mais il faut continuer. Est-ce que la réquisition aussi de l'anonymat des malades et le secret qu'on garde autour des personnes contacts sur leur lieu de confinement n'est pas finalement des options contre-productives? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui alimente l'incrédulité d'une frange de la population? On ne voit jamais un malade, même les proches des malades, on n'en connaît pas parce qu'on garde secret là où on les met. Tout ça... Non, mais en même temps, les malades connus dans leur quartier, quand il y a les équipes d'intervention rapide vont les chercher, ils sont stigmatisés. Donc, si on doit présenter leur identité à la face de tout le monde, justement, ça va renforcer la stigmatisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non. Et puis, la maladie, je suis malade, c'est mon affaire. C'est intime. Voilà, c'est mon affaire. Bon, bien sûr, je suis malade. Quand je sais que je suis malade, il y a des dispositions à prendre. C'est quand je ne vais pas prendre ces dispositions, pendant que je suis malade, là, on peut m'interpeller, je sais pas, on peut utiliser la force ou tout ce qu'on veut. Mais tant que la personne respecte les consignes, je pense que c'est à elle seule de dire « je veux parler de mon état ». Et puis, je pense que c'est quand même beaucoup de mauvaise foi, parce qu'à la télé, on a montré les malades aux maladies infectieuses. On a des malades, personnes guéries, qui ont fait le témoignage. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut attendre? Et je me permets de parler de l'imam. On a annoncé son statut. Hein? Je pense que tout ça, c'est pour montrer aux gens que la maladie existe. C'est cela. Voilà. Monsieur Amani Konan-Joachim, justement, vous êtes en contact avec les malades presque tous les jours parce que vous faites partie d'une équipe d'intervention rapide. Vous, en ce qui vous concerne, vous relevez du district sanitaire de Port-Bouët 1. Comment ça se passe? Comment vous êtes organisé? On vous appelle, vous vous déplacez, aller chercher les malades. Vous les envoyez où ensuite? Ok, il y a deux options. Il se trouve qu'il y a des malades qui se déplacent d'eux-mêmes, qui viennent faire les consultations habituelles. Ils viennent où? Dans les centres de dépistage? À l'hôpital. À l'hôpital, très bien. À l'hôpital pour une consultation normale. Habituelle, oui. Et lorsque le médecin constate que ce patient il a des signes du Covid, il fait appel à l'équipe. Et l'équipe, on a une salle d'isolement, on envoie le malade en salle d'isolement, on fait son prélèvement. Et le prélèvement est par la suite acheminé à l'Institut Pasteur pour faire le test. La deuxième option, les malades, connaissant les signes, ils appellent le numéro vert. Le numéro vert actionne le district où nous sommes. Le district actionne l'EIR et avec le contact du patient, on se rend chez lui à domicile. On fait son prélèvement. Bien sûr, on s'arrange de telle sorte qu'autour de lui, les gens ne sachent pas qu'on est venu pour une intervention dans le cas du Covid, puisque l'habillement est vraiment très caractéristique. Très bien. Alors, la question que je vais vous poser, vous semblez parler de discrétion dans la manière d'aller chercher les malades, mais je ne suis pas sûr d'être de votre avis dans la mesure où, pour le peu qu'on a pu voir, ce sont des ambulances qui vont chercher les malades. Donc, ambulance, gyrophare et tout, la discrétion n'est pas garantie. Et pour le cas de l'élève de 19 ans qui a été contaminé, je pense que l'équipe de l'intervention rapide a justement ameuté toute la cité. Attirer l'attention de tout le monde. Oui, parce qu'ils ont eu du mal déjà à retrouver l'adresse précise et on les a vus tourner plusieurs fois dans la cité. Tout le monde était alerté et on cherchait maintenant à savoir où est-ce que l'ambulance va garer. Donc finalement,
c'est là où c'est l'élément déclencheur justement des Est-ce que de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas y mettre un peu plus de discrétion quand vous allez chercher Souvent, on utilise l'ambulance pour pouvoir ouvrir les voies. C'est cela. Pour atteindre assez rapidement le patient pour faire le prélèvement. C'est ce qu'on a fait. Mais bon, sinon, en règle générale, lorsqu'on arrive, on s'arrange de telle sorte que tout autour, les gens ne sachent pas que nous sommes venus pour une intervention dans le cas du Covid. Comme je vous le dis, l'habillement, rien qu'à voir l'habillement net, vraiment, c'est un griffe effrayant. C'est quoi? C'est des combinaisons? Oui, c'est des combinaisons du haut jusqu'au bas, avec les lunettes, les cache-nez, les gants, vous voyez. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'ils appellent pendant de longues heures, ils insistent et les équipes ne viennent pas les chercher? Bon. Comment expliquer ce dysfonctionnement? Bon, moi, si je... Il y a des fois où vous êtes débordé? Oui, si je prends le cas de notre équipe. L'équipe est constituée de 4 sous-équipes. Et chaque jour, il y a une équipe qui est de service. Alors, si cette équipe est allée déjà en intervention dans un coin A, comprenez qu'ils doivent finir tout ce qu'ils ont à faire avant de revenir à la base et aller sur chose, au coin B où la personne attend. Donc, vous pouvez prendre en charge combien de personnes par jour, en moyenne? Bon, le maximum de personnes, le maximum en tout cas. Je ne peux pas estimer le nombre de personnes, chiffre. Voilà. Mais autant de personnes, autant d'appels, en tout cas, on se fait fort pour les prélever ce jour-là. Et les personnes contact, est-ce que vous arrivez à mettre la main sur tous ceux qui ont été en rapport avec la personne contact? Oui, puisque on parle de personnes contact lorsque notre suspect est déclaré positif, c'est-à-dire confirmé. Donc, comme le docteur Amitié le dit, dans notre équipe aussi, il y a aussi des assistants sociaux. Donc, en ce moment, les assistants sociaux rentrent, on donne la liste des personnes contacts aux assistants sociaux qui poursuivent le travail avec les cas contacts. Les personnes contacts, en général, elles sont définies par qui? Par les personnes contrôlées positives? Oui, par la personne contrôlée positive. On lui dit quelles sont les personnes avec qui elle a pu être en contact pendant qu'elle faisait les signes. Donc, on écrit et on lui demande également le numéro de ces personnes. Donc, c'est comme ça qu'on rentre en contact avec elles. La Sina Sermé? Oui, mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les mesures sont appliquées sur le terrain quand vous rendrez dans des cités, dans des quartiers pour porter assistance? Les mesures, qu'est-ce que... Non, les mesures barrières, bien sûr. Les mesures barrières, le port du cache-nez... Bon, ça, c'est pas toujours appliqué, ça, il faut le dire. C'est pas toujours appliqué. Et d'ailleurs, avec la levée des restrictions récemment, on a baissé la garde. Oui, vraiment. Et ça semble être la fin de la crise sanitaire dans la tête de beaucoup d'Ivoiriens. Alors qu'on en est loin. Bon. Alors, vous qui transportez les malades porteurs du Covid-19, est-ce que vous avez déjà fait face à des cas sévères? Bon, nous ne les transportons pas. D'accord. Quand il y a un cas sévère, on fait appel au SAMU. C'est le SAMU qui transporte ces cas-là. Nous, comme je l'ai dit là, nous, on se rend au domicile du cas suspect pour faire son prélèvement. Et lorsque son prélèvement est positif, nous, on avise l'INHP. L'INHP envoie une équipe pour le transporter, pour envoyer au lieu de confinement, au lieu de traitement suivi. Voilà. Très bien. Docteur Amitié, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous pouvez intervenir sur la sensibilisation? Qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous suivent en ce moment, ceux qui pensent notamment que cette maladie n'existe pas, on nous a vendu des fakes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, moi, je peux leur dire que la maladie existe réellement. Elle existe et il faut que nous continuions de respecter les mesures barrières que le ministère de la Santé a mis en place. Parce que sinon, à cette allure, nous allons attendre peut-être les chiffres que nous avons en Europe ou bien aux États-Unis. Voilà, il ne faut pas attendre que j'ai mon frère, ma soeur ou mon père qui tombe malade avant de dire que c'est vrai.
moi, je pense que les mesures qu'on nous demande ne coûtent pas cher. Pour une fois, on nous dit, faites telle chose qui ne coûte pas cher. Et bon, peut-être que c'est parce que ça ne coûte pas cher, je ne sais pas, que les gens font des difficultés pour les mettre en application, mais il faut continuer de sensibiliser. Et puis faire peut-être une sensibilisation de proximité, aller à côté des gens, ne pas rester... Il faut qu'ils sentent que ça les concerne, ceux dont on parle. Voilà, et il faut continuer. Moi, je ne sais pas comment dire, mais il faut qu'on continue de leur dire. Il faut qu'on continue, chacun le fasse autour de lui, dans sa famille, chaque infirmier, chaque assistant social, chaque travailleur social, chaque médecin puisse faire cette sensibilisation-là. Parce que c'est déjà dans la famille où quand tu arrives, les gens veulent venir te rendre visite. Tu dis non, mais on ne peut pas rendre visite si ce n'est pas nécessaire. Bon, ah, mais nous, on est africains. Oui, on est africains. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, je suis dans mon village. Je pense que partout, pareil, les funérailles, c'est quelque chose de très important. Quand tu perds un être cher, ou bien même quelqu'un qui est dans la communauté, il faut y participer. Mais c'est difficile. Alors, là-bas, le maire, la royauté ont pris des mesures. On a dit, bon, il faut par exemple 20, même si l'État avait dit 50, on a dit là-bas 20. Mais vous allez, ce n'est pas possible. Alors, on est reparti encore, et puis on a dit, il faut peut-être mettre des amendes. Bon, depuis qu'on a mis les amendes, je vous assure, les gens ne veulent même pas le... Les amendes sont dissuasives de nature. sont dissuasives. Merci infiniment, docteur Amétier. Merci à vous, monsieur Amani. Merci Pierre Dipomélin, Lassina Sermé, d'avoir pris part à cette deuxième partie de l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le Covid-19 est une réalité. C'est une maladie qui tue, qui fait beaucoup de dégâts. Il faut faire attention, il faut se protéger au risque de se voir contaminé. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360.